Bonjour à tous, bienvenue dans Parlons OPS et aujourd'hui on se retrouve pour parler de l'agrégation interne. J'ai la chance d'être avec trois invités, donc je vais vous laisser vous présenter. Bonjour à toi Laurent. Salut Louis. Laurent Soligny. Voilà, je suis formateur en STAPS à l'INSPE à l'Université de Rouen. Très bien, merci à toi. Bonjour à toi Charlie. Bonjour Louis, alors moi c'est Charlitin, je viens d'avoir l'agrégation interne et je suis prof en collège à Rouen. Très bien, merci. Et bonjour à toi Pierre. Voilà, bonjour Louis, moi c'est Pierre Graff, je suis enseignant d'EPS au lycée Galilée. Et en même temps, je suis formateur associé à l'INSPE de Rouen. Très bien, merci beaucoup. Donc pour attaquer directement le sujet, on va parler donc de l'agrégation. Est-ce que vous pouvez me dire en une phrase ce que ça représente pour vous, l'agrégation interne? Moi, je l'ai préparé parce que, sérieux. Non, je pensais que l'agrégation interne, c'était une expérience professionnelle, formatrice parce qu'on y apprend plein de choses, et indélébile parce que, en fait, toute notre vie, on se rappelle de ces moments, des oraux, des écrits, du jour où on sait qu'on a l'agrég, et que c'est des moments vraiment très importants aussi qui marquent une amitié entre les gens qui préparent cette agrégation, et que ça, c'est à vie, et voilà, c'est vraiment marquant comme expérience. Donc plutôt une expérience professionnelle, Expérience professionnelle vraiment très, très, très enrichissante. Au-delà de l'admission à ce concours, c'est des moments où on apprend plein de choses sur sa pratique. Et c'est le fait justement de découvrir de nouvelles façons de travailler, de nouvelles façons de faire progresser les élèves qui est hyper épanouissant. Et au-delà de ça, c'est le fait aussi de réussir. Et quand on réussit, effectivement, on se rappelle du moment où on a appris qu'on était lauréat, on se rappelle avec qui on était, dans quelle salle on était. Et c'est ça Très qui bien. est indélébile. Merci à toi. Et vous allez dire pareil ou pas? Moi j'ajouterais aussi le fait que ce soit une aventure, plus qu'une expérience, enfin une expérience aussi, mais une aventure, on se lance dans quelque chose quand on décide de se former, de préparer l'agrégation interne. Et on ne sait pas où on va, on ne sait pas ce que ça engendre comme contrainte, et c'est une vraie aventure humaine et professionnelle. Et puis pour compléter, alors ça a été dit indirectement, mais c'est quand même un concours qui est exigeant et qui nécessite quand même un investissement important. Et pour rebondir un petit peu sur ce qu'ont dit Laurent et Charlie, je trouve que il est enrichissant à plusieurs niveaux. D'abord au niveau professionnel, puisqu'on s'interroge sur sa pratique intellectuelle, parce qu'on doit répondre à des problématiques qui sont pas toujours évidentes. Et puis aussi humaine, puisqu'on rencontre des gens et puis on partage dans la difficulté. Très bien. Donc c'est Eh ben, je pense qu'on a ouvert la polysémie des termes. Maintenant, vous, votre rapport à l'agrégation interne, ce serait quoi? Le rapport à l'agrégation interne, déjà, on y est tous passés. Donc déjà, on a quelque chose qui nous rassemble. Et puis, je crois que ce qui nous a surtout rassemblés, c'est le fait par rapport au concours, hein, c'est le fait qu'on a été baigné très souvent dedans, soit comme candidat, soit aussi comme avec Clément Jouran, on est co-responsable du Master MEF, et donc on est dans les concours depuis très longtemps. Et donc depuis qu'on a été juré à l'agrégation interne, forcément que ces concours-là, on a une grande sensibilité, en tout cas, on a une appétence pour ça et on aime transmettre les connaissances, les compétences pour réussir sur cet agrég. En plus, en tant que formateur, si je peux comparer, c'est un peu comme le niveau du dessus par rapport au CAPEP. C'est un peu comme nous, en tant que prof de PS, quand on a l'AS ou une section, on peut aller un peu plus loin. C'est peut-être ça, non? Oui, il y a cette idée-là. C'est pour ça qu'on dit aussi, enfin, je pense que l'agrégation interne, c'est un gros CAPEPS, hein, en fait, hein. Et que les étudiants qui ont passé un CAPEPS il y a quelques années, eh bien, ils ont quand même pas mal de prérequis pour réussir sur cette agrégation interne. Ok. Et vous, du coup, votre rapport à l'agrégation? Ouais, alors moi personnellement, en fait, cette agrégation interne, elle a transformé ma pratique. J'ai passé cette agrégation interne quand je commençais un peu à m'essouffler dans ce que je proposais à mes élèves. Donc, ça a renouvelé en fait complètement ma façon de concevoir le métier. Donc, le réfléchir sur cette agrégation interne, réfléchir en tant que candidat, devenir jury à cette agrégation, ça a transformé ma carrière en fait. Ça a transformé ma carrière. Moi j'en suis un petit peu dans cette façon de voir les choses, c'est-à-dire que je le vois comme une évolution de carrière, je le voyais comme un challenge, un défi, mais ça c'est assez personnel, je suis quelqu'un qui aime ça, me challenger. Et je le vois aussi comme une évolution de carrière qui va ouvrir des portes pour d'autres évolutions de carrière.
quand tu mentionnes l'aspect de jury ou autre chose, c'est quand même des choses qui pourraient me plaire à l'avenir. Ok. Et du coup, pour vous, pourquoi elle existe cette agrégation interne? Je crois que ce concours, il est proposé pour les collègues qui veulent effectivement se remettre en question, s'enrichir, se renouveler dans les propositions pédagogiques. Et en ce sens, voilà, c'est vraiment le concours d'excellence qui transforme une pratique professionnelle. Et la grosse différence avec l'externe, c'est quoi? L'agrégation interne, elle met en valeur une expérience professionnelle, où les collègues, ils ont justement dans chacune des épreuves quasiment l'obligation de montrer leur épaisseur professionnelle, leur connaissance dans les APSA, leur connaissance didactique, alors que je crois l'agrégation externe est beaucoup plus centrée sur les connaissances et la critique de la connaissance scientifique. Ok, très bien. Donc pour passer à la suite, on va parler directement donc la formation qui vous concerne tous les trois, c'est les VREPS. Est-ce que déjà c'est quoi les VREPS? On va définir déjà les VREPS. Les VREPS, c'est un cycle qui veut dire engagement vers la réussite en éducation physique et sportive. Donc, c'est un projet qui est né d'ailleurs avec Pierre, on peut en parler, hein, je crois. On était tous les deux jurés à l'agrégation interne à Vichy. Et puis, un soir, on discutait du concours, on discutait de pas mal de choses. Et puis, on s'est dit, ça serait cool de pouvoir peut-être, tous formateurs de l'académie, proposer. euh, on ne savait pas à cette époque-là sous quelle forme. En tout cas, on voulait proposer quelque chose pour les collègues, pour les aider à réussir ce concours, tout simplement. C'est une formation sur un an, c'est ça? Ouais, c'est une formation sur un an. Alors, peut-être pour préciser les choses aussi, c'est une formation donc qui est portée par l'alumni des enseignants des étudiants du Master MEF de Rouen. Donc, c'est une formation qui est associative, hein. Il n'y a pas de recherche comment dirais-je, de bénéfices. Et c'est une association qui est portée par l'alumni et qui a pour objectif d'aider les collègues, notamment issus du Master MEF, à pouvoir passer cette agrégation interne et la réussir. Voilà, on est tous formateurs réunis autour de ça pour les aider à atteindre cette agrégation interne et à élever justement le niveau de compétence des collègues de l'académie. C'était vraiment ça qui nous a rassemblés. Et donc, est-ce que tu veux compléter ou pas sur... Non, non, j'ai pas grand-chose à rajouter. C'est vrai qu'on a eu cette envie avec Laurent à ce moment de dire tiens, on pourrait aider davantage les collègues. Et dans ce cadre-là, dans un complément par rapport à ce qui existe déjà, on trouve que cette formation a tout son intérêt. Et vous êtes répartis différentes tâches, peut-être du coup, est-ce que t'es directeur de l'EVREPS? Non, enfin, je sais pas si Non, c'est un terme exact. Non, mais- justement, je tiens à rappeler que c'est une association et une formation qui est portée par plein de collègues de l'académie. Ok. Effectivement, on est plusieurs à coordonner ce projet-là. Donc, c'est plutôt plusieurs à se mettre d'accord pour... C'est vraiment l'intérêt de la chose, Ok. c'est qu'on se met tous d'accord, on propose les choix qu'on fait de la formation et on essaye de voir qui est d'accord, qui n'est pas d'accord. Et tous les choix sont portés par l'équipe. Et c'est important que les VREP, ça soit tenu par toute l'équipe et pas par une ou deux personnes. Par rapport à ce que disait Pierrot là sur le fait que c'est une formation en plus d'une qui existe déjà, hein, celle de l'école académique de formation continue. Nous, on se positionne évidemment en complément parce que les candidats, les collègues qui sont inscrits sur les deux formations, forcément qu'ils augmentent considérablement leurs chances avec une formation double. Et concrètement, donc la formation que vous proposez pour l'agrégation interne, elle est sous quel format? Combien de temps? Combien d'heures? Il y a environ 200 heures de formation sous forme d'atelier où les collègues se retrouvent le jeudi soir et le samedi matin essentiellement, un peu pendant les vacances aussi. Et ce sont des ateliers, évidemment, qui sont ciblés sur les épreuves, l'écrit 1, l'écrit 2, l'oral 1 et l'oral 2. Voilà, on essaye de balayer toutes les épreuves et évidemment, il y a des temps de devoirs sur table. Là aussi, ils sont présents le samedi matin Avec des corrections, du coup, j'imagine. avec des corrections, effectivement, régulières, des corrections audio. On sait que ça, ils apprécient et on se partage les copies entre formateurs. Et des simulations aussi pour les oraux? Ouais, effectivement, des simulations. Là, pour le coup, c'est plutôt le samedi parce que les simulations d'oral 1, il y a de la préparation et un long temps d'épreuve. Donc là aussi, on propose 2 simulations en oral 1 et 2 simulations en oral 2. Ok, donc vous essayez de faire une formation assez complète. Ça a porté, donc ça a un an cette formation, on est bien d'accord. Et ça a porté ses fruits, je pense. Ouais, elle est toute neuve, alors on va pas faire une analyse trop statistique, mais en tout cas, il y avait 14 collègues La preuve est autour de la table, non?
Il y avait 14 collègues inscrits et on a eu 6 admissibles sur les 14 et on a eu 2 admis sur l'épreuve. Pour les autres, ils passent pas loin, mais ils sont pas dedans. Sachant que dans les 14, je crois qu'il y avait certaines personnes qui étaient en reconversion pro et une personne qui avait abandonné en cours de route. Exactement. Donc, c'est pour ça on va faire une analyse très fine des chiffres, mais en tout cas, les chiffres bruts, ce sont ceux-là. Les autres chiffres, quand même, qui sont intéressants parce que ça rejoint l'idée de départ. Il y avait 5 étudiants issus du Master MEF qui se sont inscrits à l'EVREPS. Sur les 5, il y a eu 4 admissibles et sur les 4, il y a eu 2 admis. Donc là, effectivement, on voit bien que ce projet qui est quand même ciblé sur les anciens étudiants du Master MEF porte ses fruits. Ok. Charlie, toi qui as vécu cette formation, si tu peux faire un petit retour. Petit retour déjà, si j'avais à définir les VREPS, pour moi, c'est le partage. Parce que tout est décloisonné, on partage nos copies, nos notes, nos appréciations, on partage nos corrections, on partage vraiment tout, notre expérience professionnelle et nos références, nos lectures. C'est une ambiance qui est dans un climat très agréable, en tout cas nous en tant que candidats. Ça, c'est la première chose. Et puis le partage aussi avec, j'ai pas envie de dire les formateurs, mais avec les intervenants. Parce qu'en fait, on a plutôt, quand Laurent parle du projet qui est ciblé sur les anciennes personnes du master, il y a un peu cette hiérarchie qui est faite entre le prof à la fac du master et moi, étudiant de master 2 qui passe le concours. Et là, c'est plus du tout le cas. Parce que tout le monde a ses élèves, tout le monde est sur poste. Et en On fait, est tous profs de PS. on quoi. est tous profs de PS et c'est l'intervenant qui lui est agrégé qui vient nous donner les outils pour réussir ça. Mais il y a moins ce côté directif descendant et j'ai vraiment apprécié cette ambiance-là. Pour expliquer du coup aux personnes qui nous regardent, en plus, Charlie, t'as eu l'agrégation cette année et t'as été classé du coup major de promo. C'est ça, oui. Donc, déjà, félicitations. Merci. Et du coup, en passant dans les FREPS, pour terminer sur la formation, chose importante, le prix peut-être et comment on fait pour rejoindre cette formation. Le prix, il est le même que l'an dernier, c'est-à-dire qu'il y a une formation préparatoire aux écrits et aux oraux. Donc, c'est toute la formation avant l'admissibilité. C'est 1 150 €. Voilà. Et les collègues qui seraient admissibles et qui souhaiteraient se préparer dans le cadre de l'EVREPS aux épreuves orales, il y a un complément de 500 € pour les simulations aux 2 épreuves orales. Voilà, ça leur fait 4 € supplémentaires. Ok. Et j'imagine que du coup, quand on est agrégé, c'est une grosse discussion quand même autour du prix, etc. Je sais que ce qui est dit souvent, c'est que c'est rentabilisé derrière si jamais on l'a. Comment tu pourrais rassurer quelqu'un qui hésite justement à se lancer dans cette agrégation à cause justement peut-être du prix d'une formation comme celle-ci Ouais, moi, je peux intervenir parce que j'ai été directement confronté cette année. Déjà, les prix on peut les anticiper. Ça peut être découpé en plusieurs mois. Et puis, le prix, il est aussi adapté par rapport à la qualité des conditions de travail qu'on a. On a des super locaux avec des conditions de préparation et des conditions de passage qui sont très, très, très proches des épreuves réelles. On parle des écrits ou des oraux. Typiquement, une salle pour préparer pendant 5 heures, une demi-heure de passage, 1 heure de questionnement. Tout ça, ce sont des conditions qui sont réellement proches de l'épreuve réelle et ça aide énormément. Et pour les écrits aussi, on a vraiment une salle pendant 5 heures. Donc, ce prix, au premier abord, c'est vrai que 1 150 €, c'est une somme. On va pas se le cacher. Si elle est découpée en 6, 7 paiements, déjà, c'est un petit peu plus abordable. Et puis, quand on passe l'agrégation interne, le rythme de vie, il change aussi. On n'a plus les mêmes façons d'organiser ses week-ends, on n'a plus les mêmes dépenses. Donc, je pense qu'on peut aussi, en anticipant, pouvoir prévoir ses dépenses. Très bien, merci. Je pense que vous avez répondu. Oui, Laurent. Alors, juste pour compléter, effectivement, c'est un prix, on le sait, quand on propose un tarif à une formation, nous, les formateurs, c'est pas quelque chose qui nous plaît forcément. Sauf qu'il faut bien qu'on puisse rémunérer les formateurs, rémunérer également tous les gens qui interviennent dans cette formation. Je pense quand même que quand on est agrégé, derrière, il y a un retour sur investissement qui n'est pas mesurable. Je veux dire, effectivement, sur le coup, ça fait une somme. Et encore que si on le met en comparaison avec d'autres écoles privées qui, elles aussi, fixent des tarifs de formation, on est vraiment sur un coût très faible. C'est-à-dire qu'on fait juste ce que ça coûte à Ouais, l'association. c'est associatif. Et en aucun cas, on se dit derrière, ça nous permet de faire un petit peu de bénéfice. C'est pas du tout l'enjeu. Première réponse. Et la deuxième, c'est
Il y a aussi d'autres formations pour du BPGEPS, du DEGEPS ou du DESGEPS qui sont bien plus chères et sur un niveau de diplomation, un niveau de concours complètement différent. Donc voilà, c'est un vrai choix personnel, mais on pense que les collègues qui ont un salaire donc tous les mois et qui souhaiteraient s'engager dans cette formation-là, si vraiment ils le veulent, je pense qu'ils peuvent s'organiser financièrement avec toutes les contraintes que ça nécessite, hein, mais ils peuvent s'organiser pour pouvoir payer 1 000 euros et augmenter leurs chances de réussite. Voilà. Très bien. Et si une personne, du coup, souhaite faire cette formation donc, auprès de l'EVREPS pour tenter l'agrégation interne, comment elle doit faire? Il y a une réunion là qui va s'organiser, si je ne dis pas de bêtises, c'est Jeudi 21 mai, non? jeudi 21 mai à 18h. Il y a une visio et il y a les pages Instagram de l'association Alumni Je EPS. mettrai tous les liens du coup en description. Super, merci. Et aussi sur la page Facebook de l'asso. Et puis après, c'est les réseaux qui vont fonctionner, hein. Nous, on va essayer de travailler comme ça et que ça se sache qu'on est une formation entre pairs. Voilà. Très bien, merci beaucoup. Donc on attaque directement par un petit jeu si ça vous va, donc le vrai ou faux. Je vous donne une affirmation, vous me dites vrai ou faux, et ensuite du coup je demanderai de développer si jamais on n'est pas d'accord. La première c'est il faut citer énormément d'auteurs aux écrits. Faux. Faux. Donc vous êtes tous d'accord là-dessus. Donc deuxième affirmation, il faut arrêter toute vie sociale. Faux. Est-ce qu'on peut compléter rapidement parce qu'on a fait un deuxième podcast, du coup tu m'avais dit que tu l'avais regardé avec Marine, qui avait eu l'agrégation et qui disait qu'elle avait dû faire beaucoup de concessions sur sa vie sociale. Est-ce que toi tu pourrais compléter, toi, ton expérience là-dessus? Totalement. Il faut arrêter toute vie sociale. C'est le toute vie sociale qui est faux. Il faut modifier son emploi du temps, il faut modifier sa manière de gérer ses sorties, sa vie sociale. Il ne faut pas l'arrêter. On va droit dans le mur. Il ne faut pas continuer à avoir une vie sociale comme si je ne passais pas l'agrégation interne. Typiquement, très rapidement, quand on veut s'entraîner sur des écrits, un écrit, c'est 6 heures. 6 heures, ça doit se caler dans un week-end. Si j'ai un écrit 1 et un écrit 2 à caler dans le week-end, samedi, dimanche, caler 2 fois 6 heures. Mais ça m'est arrivé de faire un écrit de 9 heures à 15 heures et le soir, de 17 heures à 22 heures, être dans un cercle social et puis à 22 heures, 22h30, aller me coucher et aller écrire le lendemain parce que j'avais cette grande envie de réussir. Donc, on n'arrête pas toute vie sociale, on la modifie. Ok, et du coup toi tu l'as pas forcément mal vécu ou... Quand tu es très motivé, quand tu as envie de réussir, ça se vit pas mal parce que tu ne l'arrêtes pas. Je l'aurais très mal vécu si j'avais vraiment arrêté toute vie sociale, si j'avais dit non à toutes les sorties, à voir la famille. Merci à toi Voilà. Charlie. Merci. Ensuite, Oui, juste pour nuancer ta première question, parce qu'on a tous dit faux sur le fait de citer énormément d'auteurs. Et pour refaire comme Charlie, je reviens sur le énormément. On dit faux pour le énormément. Ça ne veut pas dire non plus qu'il ne faut pas en citer. oui. Voilà. Faut quand même Mais on peut y justifier aller ses en réponses. connaissant quelques auteurs, en lisant oui. un petit peu Voilà. sans forcément trop se prendre la tête dessus. Oui, oui. Et c'est faisable, quoi. Oui. Je dis tout ça pour rassurer Oui. potentiellement des candidats Ouais. qui ça Mais peut faire peur des fois de se C'est dire aussi pour nuancer et dire qu'il ne faut pas y aller en culotte courte, quoi. Hein, quand même, il faut. très bien, c'est noté. Ensuite, du coup, les meilleurs enseignants réussissent forcément à l'agrégation interne. Faux. Faux. Faux, petit faux. Un Et là, petit faux. on Ouais. peut développer du coup. Oui, je vais essayer de développer. Je pense qu'un bon enseignant, c'est celui qui se remet en question, c'est celui qui innove, c'est celui qui expérimente des choses. Et que ça, c'est un enseignant qu'on qualifie d'agrégé, c'est-à-dire qui essaye toujours de faire mieux, de faire réussir ses élèves, de les transformer. Et que s'il y a un enseignant qui est certifié et qui est dans cette logique-là, a priori sur l'agrégation interne, s'il sait valoriser justement ses expérimentations et ses innovations, a priori, il devait être lauréat à la fin, hein, parce qu'il sera toujours sur une EPS très actuelle. L'enseignant qui ne se remet pas en question et qui fait les mêmes cours avec les mêmes classes, hein, je pense que celui-ci va être en difficulté pour réussir. Donc ça aide, mais il faut être suffisamment bon pour le mettre en avant lors des épreuves et réussir à le montrer. En fait. Ça reste des épreuves qui ne sont pas des cours de PS. Donc, quelquefois, il y a un décalage une distorsion entre ce que je fais en cours de PS et ce que je suis capable de dire face à un jury, en costume,
face à une question que j'ai pas forcément eu l'habitude de traiter, même peut-être une absa que j'ai pas l'habitude d'enseigner. Donc voilà, il y a quand même des dimensions qui rendent euh, pas certains, en tout cas plus aléatoires, la réussite au concours. Très bien. Est-ce qu'une note moyenne à l'écrit condamne? Faux. Ouais. Faux, Faux. dans le sens où elle ne condamne pas, mais l'écrit compte dans la globalité, dans la globalité des résultats. Donc, ça ne condamne pas, ça ne met pas dans les meilleures conditions pour réussir. Il faut, on dit, cartonner à Vichy pour ça. Les retours d'expérience montrent que les candidats qui sont déjà bien classés à l'admissibilité sont bien souvent ceux qui sont admis à la fin. Donc ça aide. C'est une grosse partie. Voilà, ça conditionne pas la réussite, mais en tout cas, ça aide énormément. Ok. Est-ce que passer l'agrégation interne fait de nous un meilleur enseignant? Faux. Peut nous aider à être un meilleur enseignant, alors? Oui, Oui. ouais. Peut nous aider, oui. Mais non, faux, ça fait pas de nous un meilleur enseignant. Non, parce qu'on a aussi des enseignants qui ont réussi l'agrégation interne et qui, juste après, s'essoufflent et ne sont plus dans cette remise en question permanente et ne sont plus des enseignants ressources. Donc là, il n'y a pas une plus-value, je trouve. Et pour moi, en fait, bon ou mauvais, c'est les juger. Donc c'est pour ça que je suis assez frileux de parler comme ça. Mais il y a deux types d'enfants, il y a plusieurs profils d'enseignants, mais il y a ceux notamment qui, après l'agrégation, comme après le CAPEPS, s'essoufflent et sont dans une routine permanente. Et c'est sûrement qu'il y a des bonnes raisons à ça, il n'y a pas de problème. En tout cas, échouer à l'agrég, parce qu'il Ouais, il fut une très époque où il y avait des notes catastrophiques, et en particulier à l'oral de leçon, ne veut pas dire qu'on n'est pas compétent dans notre métier d'enseignant. Et tout à fait. D'autant plus que quand on les voit sur les épreuves orales, on se dit que ces collègues-là qui se présentent devant nous, c'est qu'ils ont travaillé. Et quand on voit des collègues qui n'arrivent pas à exprimer justement leur plus-value, leur épaisseur professionnelle, on se dit mais pourquoi ils n'arrivent pas à le faire? Pourquoi ils n'arrivent pas à l'expliciter? On est plutôt triste de se dire mais 15 ans de métier, il sait forcément des choses. Il y a forcément des compétences qu'il a développées, mais c'est vraiment la façon de l'expliciter et de le mettre en forme pour le valoriser. C'est important ce que tu dis parce qu'il y en a beaucoup, justement, des fois, peut faire peur de se faire juger justement sur sa pratique, etc. Et c'est assez rassurant. Ensuite, une affirmation qui revient souvent chez les gens, est-ce que c'est compliqué si on a des enfants en bas âge? C'est plus compliqué, Donc c'est vrai? quand même. Bah, Petit vrai, ouais, petit il vrai. faut s'organiser. Moi, je l'ai fait avec des enfants. Bah, Ah, toi aussi, donc- non, Laurent? Non, moi j'ai J'étais attendu. pas- Moi, je l'ai. Donc c'est possible, Eh mais ben c'est oui, compliqué. c'est possible, c'est une question d'organisation. Je pense que il faut être capable de switcher, en fait, switcher entre être père de famille et agrégatif. Mais est-ce que tu Voilà. as l'impression du coup d'avoir perdu des moments avec tes enfants ou est-ce que non, tu t'es juste arrangé, ça a été un peu plus chaud, mais au final ça a tenu. Oui, je me suis débrouillé, je me suis arrangé et en fait, je crois que ce que j'ai bien réussi à faire, c'est vraiment ne pas penser à l'agrégation quand je m'occupais de mes enfants et vice-versa. Quand je les couchais, j'étais à fond dans l'agrégation. En fait, il faut être capable de switcher entre les deux casquettes, en fait. Ça redéfinit un petit peu ce qu'on disait tout à l'heure sur la vie sociale, sur la vie amoureuse, sur la notion, sur le couple aussi. Comme je disais, quand tu dois écrire 12 heures sur 48 heures ton week-end et que tu as prévu des choses avec ta compagne, c'est quand même autre chose. Donc il y a les enfants, il y a la compagne, il y a tout ça qui est à redéfinir. Et comme tu le dis très bien, il suffit de switcher en fait, être à fond sur certains moments. Et je pense qu'il faut avoir aussi une vision long terme, peut-être de se dire c'est un effort que je fais maintenant pour des avantages que j'aurai plus tard. Je suis convaincu de ce que tu viens de dire, c'est-à-dire que sur le moment, ça paraît être un coût, mais il y a un retour sur investissement quand on est plus tard agrégé et qu'on a peut-être un peu plus de temps aussi pour s'en occuper. Voilà. Très bien, dernière affirmation avant qu'on passe sur le détail des épreuves. Il faut beaucoup lire. Petit faux. Ouais, moi, je dirais vrai. Petit vrai. Il faut quand même remettre le nez dans les bouquins et sortir quelques articles. Oui, alors, petit faux. Moi, pourquoi? Parce que je pense qu'il y a effectivement des lectures qui sont incontournables. Mais on se rend compte que le travail d'un agrégatif, c'est surtout de faire des fiches, de récupérer des rêves, des blocs, essayer de les comprendre évidemment, de les maîtriser pour pouvoir les mettre en valeur dans une copie. Mais qu'il y a des collègues qui ont parfois l'agrégation,
sans avoir une lecture intensive des ouvrages contemporains, quoi. En tout cas, il faut s'intéresser à l'actualité de l'EPS. Donc l'actualité de l'EPS, c'est peut-être lire des articles sur le net, aller écouter, alors c'est pas de la lecture, mais aller écouter des conférences de la EPS. Donc moi, je dirais quand même qu'il faut s'intéresser de très très près et très régulièrement à l'actualité de l'EPS. Et puis, je vous dis ça par rapport aussi à tout ce qui sort d'un point de vue scientifique en lien avec l'EPS. Très bien, merci beaucoup. Donc on va pouvoir faire le détail des épreuves. Déjà, est-ce qu'on peut rappeler rapidement toutes les épreuves qui sont à l'agrégation interne? 4 épreuves, on va dire théoriques, puisqu'il y a 2 écrits, 2 oraux et une pratique physique. Peut-être que Charlie, tu peux compléter vu que tu sors tout de suite, enfin tout juste de Vichy et de l'agrégation. Alors oui, tu dis 4 épreuves, mais dans ma tête d'agrégatif, en fait, c'est 5, puisqu'il y a 5 échéances. Ça devient 4 épreuves parce que la pratique est notée sur 10 points et l'oral de spécialité est noté sur 10 points. Ces 2 notes amènent une note sur 20 points. Donc en fait, il y a 4 épreuves, mais 5 échéances, on va dire. Ok, je vois. Les 2 premiers écrits 1 de 1975 à nos jours, sur les évolutions de l'EPS. Ça rappelle un petit peu voire totalement l'écrit 1 du CAPEPS. Ok, et du coup, le cœur de cette discipline-là, de l'écrit 1, ça reste le même que celui du CAPEPS? Ou il change un peu? Non, c'est le même objectif, c'est-à-dire qu'on demande à un agrégatif de comprendre le passé pour mieux expliquer le présent et peut-être mieux envisager la suite. Et surtout, d'avoir une lecture de ce qu'est l'EPS d'aujourd'hui. Et ça, les collègues qui justement ne s'intéressent pas à l'actualité, ne s'interrogent pas sur leur EPS à eux, ils ne sont pas toujours en mesure de savoir comment cet EPS évolue en ce moment. Ah, ça veut dire que sur la dernière période, ils sont un peu plus attendus à l'agrégation interne. Bah, c'est la raison pour laquelle le bornage est de 75 à nos jours. C'est qu'on veut des collègues qui connaissent la période récente et qui sont en mesure de questionner les évolutions actuelles. Pourquoi on s'intéresse plus à l'éducation au développement durable? Pourquoi il y a plus d'activités autour du savoir s'entraîner? Bref, toutes ces thématiques-là et ces problématiques-là de l'EPS, bah, ça questionne, ça interroge. Bah, typiquement, le sujet cette année, c'était sur la formation. On est en plein dedans, hein, avec Alumni, EAFC, EVREPS, ces formations hybrides à l'EAFC. Ça questionne, c'est actuel. Je pense que le jury appréciait que les candidats parlent de ça, de ces nouveautés, de ces mutations de la formation. Et je rejoins, moi, ce que j'apprécie depuis 1975, c'est qu'on a une vision du métier et on peut aussi la partager avec les collègues sur le terrain. Les collègues qui ont 40, 50, voire 60 ans, c'est l'EPS qu'ils ont toujours connu, ils l'ont vu évoluer. Ah, Et donc c'est tu pouvais hyper voir ces enrichissant. différences que tu parlais dans les écrits directement Bien sur le sûr, terrain. Ouais, totalement, ok. totalement. Sur les rencontres UNSS, parler avec des collègues qui ont beaucoup d'expérience dans le métier, et ça, c'était top. Très bien. Merci beaucoup. Pour l'écrit 2, du coup, c'est quoi le cœur de cette épreuve? Alors, je vais reprendre un petit peu ce que on dit Laurent et Charlie. C'est un CAPEPS, on va dire, un peu plus complexe, quoi. C'est-à-dire que je pense qu'on demande, là, pour le coup, euh, une réflexion qui va être contextualisée dans toutes les dimensions de son enseignement. Voilà, ça reste un écrit, il va falloir construire son écrit pour construire sa réponse. Donc on a un dossier sur lequel on doit réfléchir, on a des caractéristiques d'élèves. Là, cette année, on avait des extraits un petit peu de réalité. Quand tu avec parles des- du contexte, c'est vraiment C'est un plus important. établissement. Le contexte est plus fourni, plus précis à être utilisé par rapport au CAPEPS? Ah non, c'est un petit peu différent au CAPES. Là, au CAPES, on a des épisodes. À l'agrégation, alors Charlie, tu pourras préciser, à l'agrégation, c'est des éléments qu'on va utiliser dans notre pratique de tous les jours. Des fiches de recueil de résultats, un bilan de séance. Et puis tout ça inscrit dans un contexte d'établissement. Et par rapport à tous ces éléments, il va falloir répondre à un sujet, à une question, et argumenter sa réponse qui va être inscrite dans ce contexte. Et c'est ça la complexité, c'est finalement justifier et proposer des actions qui vont permettre la transformation des élèves, en tout cas l'acquisition de compétences inscrites dans les programmes de notre discipline.
tu veux préciser, Charlie? Oui, ils appellent ça en fait les traces du réel. Et c'est plus que des épisodes, c'est plus qu'un dialogue. Ça peut être, comme tu dis, des fiches d'observation, un carnet d'entraînement. Ces outils du quotidien qui vont être à exploiter. Et il y a des choses, il y a des petites failles. Enfin, il nous guide un petit peu parfois. On a envie de se jeter dedans. À voir que c'est l'élève qui est décrit comme super sportif et il a réussi que 2 passages sur 10. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose à questionner? Ou tous les élèves sont en super réussite dans ces traces du réel, alors est-ce qu'il n'y a pas aussi quelque chose à questionner sur cela et toujours le rattacher au sujet? Ça, c'est quelque chose qui est un point de vigilance parce qu'on a envie de s'aventurer dans notre épaisseur professionnelle et partir dans la copie à montrer tout ce qu'on peut faire avec ça et on en oublie totalement le sujet et on descend de bandeau, quoi. Ok, donc si j'essaie de catégoriser la grosse différence avec le CAPEPS, c'est ces éléments qui sont donnés qui sont un peu différents, c'est ça, avec les outils pratiques, etc. C'est ça? Oui, l'agrégation interne, Comportement d'élèves. elle est vraiment marquée par le contexte. Ok. Le contexte, il est très important, il est même primordial, que ce soit à l'écrit d'eux ou à l'oral de leçon, on y reviendra après. C'est vraiment quelque chose extrêmement important sur lequel il faut totalement s'appuyer. Et j'imagine du coup sur les références aussi, faut s'appuyer sur des références plutôt actuelles. Ça va être, c'est quelque chose qui est regardé par les jurys? Oui, oui, c'est de toute façon, quand on évalue une copie, on évalue aussi la capacité du candidat à justifier ses propositions, hein. Il ne s'agit pas bon, je vais peut-être exagérer, enfin, j'exagère, pardon, volontairement, mais voilà, c'est pas une discussion de comptoir où on va raconter sa séance de PS à son copain ou son collègue. C'est quand même des propositions qui doivent être justifiées. Alors, pas forcément seulement scientifiquement, mais c'est une façon de justifier ces propositions, hein. On a toujours les quatre éléments, là, les connaissances scientifiques, professionnelles, institutionnelles et technologiques. Donc, il va falloir quand même faire référence à des écrits, référence à des pratiques, à des conférences pour pouvoir justifier nos propositions. Ça, c'est évident. Sans forcément, alors attention, c'est ça la subtilité, sans forcément recracher une pratique qu'on a lue dans une revue professionnelle, quoi. C'est-à-dire qu'il faut s'approprier un petit peu les éléments qui sont organisateurs de de ces pratiques pour inscrire notre action dans le contexte en question. Ok, mais du coup, juste sur les références ou les connaissances qui sont sollicitées, est-ce qu'elles doivent être forcément récentes ou pas? Si c'est une connaissance un peu vieillotte, j'ai envie de dire quelque chose des années 2000, Il y a des 2010, est-ce que connaissances vieillottes qui sont irréfutables, hein. La zone proximale de développement de Witkowski, c'est le début du XXe siècle, hein. Et ça, c'est la connaissance sur laquelle on donc pas de s'appuie. pression à avoir là-dessus, on n'est pas obligé d'être forcément sur la dernière C'est mieux, pédagogie, dernier. c'est mieux, mais ça ne nous empêche pas aussi de faire référence à des connaissances qui ont fait leurs preuves et qui sont plus anciennes. Mais c'est mieux d'avoir effectivement des connaissances récentes. De toute façon, si on se tient au courant de l'actualité des choses, eh bien, en fait, on est à jour sur ces connaissances parce qu'avec les lectures, écouter des conférences, on est à jour sur certaines connaissances. Et puis, comme tu dis, il y a des connaissances qui sont irréfutables. Donc, de toute façon, on va forcément s'appuyer sur celles-ci et d'autres qui se réactualisent petit à petit. Très bien. Laure Alain, c'est quoi le cœur de cette épreuve, même si je pense connaître un peu, tu as parlé du contexte notamment. Tu vas, Laurent? Bon, je fais le début, tu t'enchaînes, Ok. tu complètes. Hmm. Non, l'oralin, c'est une leçon de PS dans un contexte bien précis. Et donc, il faut proposer une leçon qui s'inscrit dans la politique éducative de l'établissement, du territoire, de l'équipe disciplinaire, et puis de vos conceptions également et de votre expérience professionnelle. Et quand on arrive à proposer une leçon d'éducation physique qui transforme la motricité des élèves, alors ça va être valorisé dans l'évaluation. Ça a l'air simple à dire, mais il y a des candidats qui proposent des usines à gaz dans les leçons de PS et on sait que ça ne fonctionne pas. Et on voit bien que les collègues, là, ils essayent de superposer tous les dispositifs innovants qu'ils ont lus. Et en fait, on sait que les élèves, ils ne vont pas comprendre le dispositif, ou alors il y en a trop, et en fait, ça ne tient pas dans une leçon. Donc, c'est vraiment proposer une leçon d'éducation physique cohérente, qui marche, qui est fonctionnelle, qui est différenciée parce que il faut que ça s'intéresse à tous les élèves. Mais ce n'est pas une leçon Il faut pas révolutionner tout. qui doit rassembler tous les dispositifs innovants, quoi. Non, et j'ajouterais à ça que moi, je me suis toujours dit dans mes préparations d'oral de leçon, le collègue vient de m'appeler,
Je suis son TZR. Je le remplace pour son prochain cours. Il m'a donné les meilleures conditions de travail pour faire un super cours, pour que les élèves progressent tous. J'ai pas envie d'arriver et me dire salut, c'est moi le TZR, je vais vous faire une leçon incroyable, vous allez voir. Non, j'arrive, je me base sur ce que le collègue a fait, je modifie quelque chose, je reste un petit peu en continuité par rapport à certains éléments, d'autres choses que je trouvais pas forcément pertinentes et je vais me mettre en rupture. Mais c'est ça, j'arrive, je suis ton TZR, tu m'as donné tous les documents nécessaires pour que tous tes élèves progressent. Ok, et est-ce qu'on recherche une patte à l'oral 1? Est-ce qu'on cherche un candidat vraiment avec une particularité, je sais pas, qui va se baser sur le plaisir, etc. Ou juste on veut un truc qui marche, qui prend en compte le contexte? Alors, très bonne question. On n'attend rien du tout. Ok. C'est-à-dire que les jurés, le matin, quand ils instruisent les dossiers, et on se met d'accord sur tous les possibles du candidat, c'est-à-dire les réponses qu'on pourrait entendre ou attendre des candidats. Mais si un candidat il est plutôt sur une logique de plaisir, une logique, je sais pas moi, de défi, si c'est justifié et contextualisé, on va accueillir toutes les réponses. Donc c'est vraiment la capacité à justifier l'ensemble des choix qui va être valorisé. Parce que dans chacun des choix, on a des bénéfices, des inconvénients, et on essaie de voir que si le candidat il a bien mesuré tous ces choix-là. Donc à chaque fois qu'il décide de les mettre par deux ou par trois, de mettre 2 minutes de récup, de mettre ce Faut dispositif en justifier. place, c'est très bien, mais pour quelle raison? Au regard de quoi? Et si le candidat arrive à justifier tous ses choix, eh bien, même si on peut ne pas être d'accord, d'ailleurs, entre jurés, parfois on n'est pas d'accord, c'est pas ça qui compte, hein, c'est comment le candidat il a réussi à le valoriser. Et là, on parle, tu disais la patte, un peu je veux dire, la manière dont on colorie sa pédagogie, mais c'est aussi le cœur de la leçon qui n'est pas forcément attendu spécifiquement. Si on relais vitesse, on va travailler plutôt la transmission ou la technique de course. En fait, c'est pas forcément attendu. Alors, il y a des choses qui sont évidentes selon les dossiers, mais il y a des choses qui sont assez ouvertes. Et ça nous est arrivé, nous, en formation, de discuter pour au moins une demi-heure sur mais pourquoi tu as fait ça? Mais non, mais si tu fais ça, ça dépend des conceptions des enseignants et c'est extrêmement enrichissant. Très bien, on a oublié juste de parler des temps d'épreuve sur les écrits. C'est combien de temps du coup les écrits? L'écrit 1, c'est 6 heures, et l'écrit 2, je crois que c'est également 6 heures. Et du coup sur l'oral 1, on a combien de temps de préparation et combien de temps de présentation et questionnement? Alors l'oral 1, il y a 5 heures de préparation Ah ouais, costaud. où on a un ordinateur et on doit, concevoir un diaporama PowerPoint sur lequel on va s'appuyer lors du passage à l'oral. Ce passage à l'oral dure 30 minutes, donc on expose pendant 30 minutes notre leçon. Suite à cela, il y a 1 heure de questionnement répartie en 3 temps de questionnement et donc c'est une épreuve, globale qui dure 6 heures et demie. Le mot épreuve est très approprié, on ressort lessivé de cette journée. Avec 3 jurés. Avec 3 jurés en face de nous, Ouais, c'est un un combat. inspecteur, un enseignant, universitaire et un enseignant, du terrain. Donc il y a vraiment les 3 champs de l'EPS qui sont en face de nous et on le sent des fois dans le questionnement, on sent que, il y a quelqu'un qui est très attaché au contenu, à la manière dont on va, adapter pour cet élève, aux variables et puis, plutôt le versant, sur la justification des textes institutionnels. Donc c'est très intéressant parce qu'on balaye l'ensemble des champs. Très bien, merci beaucoup. Et donc pour terminer sur la dernière épreuve, l'oral 2, c'est quoi le cœur de l'épreuve? Pierre, tu veux en parler peut-être un Ouais, petit peu? si tu veux. Alors l'oral 2, déjà, il y a 2 épreuves. D'accord? C'est une épreuve pratique et une épreuve orale. Alors dans l'épreuve, je dirais que l'épreuve pratique existe pour valider sa capacité à s'entraîner soi-même. C'est-à-dire que je vais essayer de transformer mon activité, moi, à moi. Et puis l'épreuve orale vise plutôt à valider la capacité à transformer l'élève. Voilà. Donc cette épreuve pratique, elle est composée de 2 parties, une pratique libre et une pratique imposée. Donc la pratique libre, il s'agit d'exprimer au plus haut niveau de s'exprimer au plus haut niveau de ses compétences dans l'activité choisie. Et la pratique imposée, c'est une pratique, alors donc on retient une thématique en fonction de la pratique proposée par le candidat et je dois proposer un entraînement, en tout cas des situations qui visent à m'améliorer, à transformer ma pratique dans le thème, dans la thématique et le contexte retenu par le jury. Ça, c'est la pratique. Et l'oral, en fait, c'est en fait une vidéo d'élèves qu'on va devoir analyser et on doit aussi proposer des situations d'apprentissage pour transformer la motricité de ces élèves, toujours indexée à une question. Et cette question, elle est liée à une thématique
et un contexte. Voilà. Et Donc, vas-y, finis. et juste pour terminer sur l'essence de l'épreuve, puisqu'on parle de l'essence, on attend quand même un expert de la motricité de l'activité, donc un expert Dans l'analyse. dans l'analyse et l'observation de la motricité d'un élève ou de sa motricité dans l'activité, et puis un expert aussi Dans le contenu. voilà, dans le contenu, dans la transformation, dans les situations, la manipulation des paramètres liés à cette activité pour pouvoir transformer l'élève. Très bien. Donc, la partie pratique, c'est plutôt sur soi-même, c'est ça? C'est ça. Vraiment centré sur soi et la partie orale, plutôt, du coup, sur des élèves. Et Et donc, sur l'aspect pratique, sur la temporalité des épreuves, je crois que c'est 20 minutes de préparation de l'oral de spécialité pour 15 minutes de passage à l'oral. Et s'ensuit 30 minutes de questions. Donc c'est une réelle épreuve où il faut être prêt. On n'a pas le temps de ah ouais, en réfléchir. 20 minutes, Voilà. c'est Il court. faut vraiment être prêt. Pour la pratique physique, on est sur donc une première partie, la pratique libre de 10 minutes. Et puis 5 minutes de récupération. S'ensuit 20 minutes de pratique imposée. Donc durant ces 20 minutes, on expose les situations, là où les situations qui vont nous permettre de nous transformer au regard de ce qui a été donné, le thème et le contexte, comme a dit Pierre. Et la spécificité de cette année, c'est que euh, la pratique peut être différente de l'oral. Historiquement, si je choisissais à l'oral badminton, j'étais forcément en pratique badminton le matin pour passer à l'oral l'après-midi. Et même pour la natation, l'escalade. Et pour la première fois cette année, il y a une nouvelle pratique qui est arrivée qui s'appelle préparation physique et sportive, qui n'est pas à l'oral. C'est pas présenté à l'oral. Donc, pour la première fois, on pouvait choisir un format hybride, ils appelaient ça, c'est-à-dire que je pouvais très bien être en pratique escalade le matin et oral natation l'après-midi, ou donc ce que j'ai fait, pratique préparation physique et sportive le matin pour un oral de badminton l'après-midi. Ok, très bien. Ça a l'air assez complet cette épreuve, il y a beaucoup de choses, il faut faire beaucoup d'allers-retours entre les élèves, ça a l'air d'être assez complet. Alors excuse-moi de te couper, Louis, mais sur la pratique, t'as pas besoin de faire d'aller-retour sur les élèves et toi, c'est que toi. Ouais, mais il y a une thématique qui est donnée. Donc, Ah oui. faut Oui, il y a aussi une par les jurys, thématique. c'est ça que je veux dire, c'est qu'il n'y a pas que soi, il faut forcément pas oublier aussi la thématique qui est donnée, c'est ça? Ou la thématique est assez en lien avec ce que toi t'as choisi de base? Oui, la thématique, elle est en lien avec ce que le jury a relevé chez toi et qui nécessite d'être travaillé. Donc c'est vraiment sur ton entraînement et ta capacité à progresser dans cette Il faut thématique. vraiment comprendre qu'il y a d'un côté sa pratique, la pratique, hein, on ne fait pas référence aux élèves dans la pratique. C'est que Référence qu'à soi soi. et la thématique Et qui est donnée par le jury. voilà. Et la pratique orale, où là, on s'intéresse aux élèves. Et j'ai envie de dire, on s'intéresse plus à soi. Voilà. Très bien. Justement, comme tu disais, il faut être prêt pour cette épreuve. Comment tu l'as vécu, ce passage entre les écrits et les oraux, où je sais qu'il y a un temps assez court entre les deux? Comment ça s'est passé? Est-ce que tu t'arrives, est-ce que tu dis qu'il faut être prêt pour les oraux, mais du coup, il faut mieux les anticiper le plus tôt possible? Comment ça se passe? Moi, je suis extrêmement frustré des oraux parce que je trouve que Il y a une majeure de promo, je rappelle. Alors, je suis extrêmement frustré de la période de préparation des oraux parce Grâce aux que écrits. je trouve ça extrêmement riche d'échanger, de se questionner sur nos pratiques et de voir qu'en fait, ce que je fais en établissement, des fois, ça marche pas forcément, ou là, ce que je fais, ça marche super bien et j'ai envie de vous le montrer. Sauf que ça dure 6 semaines, 6 à 8 semaines, cette période-là. C'est extrêmement court parce qu'on n'est pas étudiant comme au CAPEPS. On a les cours toute la semaine et les conseils de classe et les rendez-vous parents, etc. Donc, on a un gros rythme sur la semaine. Et en plus de ça, il faut préparer les fiches de révision des activités, sa méthodologie de passage à l'oral. C'est très, 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 très dense. Euh, alors que la période des écrits, elle dure 4, si on commence en août, 5 mois de préparation. Donc, c'est beaucoup plus long, plus agréable. Très bien. Donc, on va pouvoir passer à la suite. Je pense qu'on a vu toutes les différentes épreuves. Là, je vais vous demander de raconter une anecdote qui vous lie à cette agrégation interne. Elle peut être positive comme négative. Ça peut être en tant que jury comme en tant qu'étudiant. C'est à vous de choisir. Qui veut commencer? Bon, allez, je commande. Moi, je vais vous raconter une anecdote en tant qu'agrégatif, candidat. Moi, je suis passé en fait en course d'orientation et là, ça me permet de rebondir un petit peu sur tes premières questions, Louis. C'est que je suis passé dans une activité que je ne pratique pas, que je n'enseignais pas
et sur un contexte que je connaissais pas, puisque j'ai fait que du lycée dans ma carrière, et j'étais en collège et en cours d'orientation. Donc voilà, dur, quand on nous pose la boussole sur le dossier à analyser. Et j'avais en fait placé sur ma carte mère plusieurs balises. Et on a plein de photocopies en fait pour les cartes. Et à un moment donné, dans l'oral, le questionnement, j'ai un jury qui me demande comment je permets à mes élèves de rejoindre 2 balises. Donc balise 8 et balise 13. Et là, je prends une carte en noir et blanc. Et je ne comprends pas la question. Je me dis, mais il y a un chemin qui va de la balise 8 à la balise 13. Et donc, je dis au jury, il y a une ligne de niveau 1 pour aller jusqu'à la balise 13. Le jury me repose la question. Et je ne comprenais pas la question. Et à la fin de mon oral, je regarde la carte. Donc, l'oral était terminé en couleur et je vois que c'était un cours d'eau. Voilà. Et là, je me suis dit, j'aurais pas la grecque. Et finalement, quand même, j'ai réussi à avoir ouais. Ah, elle est pas mal celle-là. Ouais. Très bien, merci à toi, Pierre. J'ai des petites anecdotes flash. T'as le droit à plusieurs, si tu veux. Allez. La première anecdote qui me vient, c'est que l'année dernière, j'ai été admissible, donc je suis passé à l'oral. Je suis passé à l'oral dans une salle qui est surnommée le garage, c'est-à-dire une salle au rez-de-chaussée où il fait extrêmement chaud. Et c'était la salle 11. Et cette année, je suis Ah, je repassé savais pas. dans cette salle T'es 11. repassé 11. Je suis repassé dans le garage. J'ai retranspiré de nouveau avec des grosses gouttes, avec la chaleur de Vichy qu'on connaît bien. Donc, je me suis dit, oh non, les vieux démons, là, je repasse dans la même salle. Donc, première anecdote. La deuxième, c'est la phrase que je garderai en mémoire de ma préparation de l'agrégation en 2 ans. C'est ah, c'est bien, Charlie, on voit que tu as travaillé. Bon, tu as 4 sur 20, hein, mais bon, voilà, on voit que tu as travaillé. Et c'est vraiment la phrase, ça résume un peu l'agrégation interne. C'est très bienveillant parce qu'on est entre collègues. Mais à un moment donné, il faut classer, quoi. Il faut le dire. Et non, c'est bien. Non, là, on voit, tu as pris en compte ce qu'on t'a dit, c'est top. Bon, t'as 5, tu réponds pas au sujet, mais c'est bien, continue de travailler. Voilà, ça, c'est T'es sur la bonne voie. vraiment ça. Ouais. Très bien, merci à toi. Pour terminer, Laurent. Oui, moi, expérience anecdote plutôt d'agrégatif. C'était par rapport à ma réussite et mon admission à cette agrég interne, puisque tout à l'heure, je vous parlais des moments où on sait qu'on l'a. Je me rappelle très bien, j'étais au collège et j'étais dernière série. Donc vraiment, je rentrais de Vichy, je retourne au collège, je vois les collègues et je sais que ça devait tomber dans la journée. Et là, j'étais aux toilettes et je reçois un appel de mon pote. Et je me doute que j'espérais en tout cas que c'était pour une bonne nouvelle. Et donc, il me dit, Laurent, ça y est, t'es lauréat. Je fais, ah, trop bien et tout. Et il me dit, en plus, t'as eu de la chance. Je sais pourquoi. Il me fait, t'es 100e. Et donc, il y avait 100 postes. Donc, je finis dernier, mais dedans. Donc, je me dis, la chance que j'ai, franchement, je suis trop content. C'était un grand moment, tu vois, je me rappelle très bien. Et après, on fait un petit pot avec tous les agrégés à cette époque-là. On était assez nombreux d'ailleurs. Et on me dit, ouais, t'as eu de la chance, Laurent, d'avoir fini 100e. Je dis, oui, je sais, 100e sur 100. Hein. Il me dit, non, 100e ex aequo. Et là, je fais, comment ça? Il me dit, en fait, vous étiez 2 avec le même nombre de points. Ils ont dû vous départager. Et c'est la note de l'oralin qui a fait la différence parce qu'elle était plus coefficientée. Donc, je suis agrégé, mais l'autre que je ne connais pas, lui qui avait le même nombre de points que moi. Si tu nous écoutes. Si tu nous écoutes, je n'y suis pour rien. C'est pas moi qui ai décidé. Ah et ouais. donc voilà, je suis 100e ex aequo. Et la chance, ça fait partie. Et beaucoup de chance. Puis après, t'as fait le taf en oralin. L'oralin, j'ai fait le taf. Le reste, c'était plus compliqué. Mais Ouais. sur cet oral, ouais, j'ai fait le taf. Mais ça nous permet de dire aussi que tout est important. Ça veut dire que même le 0,25 points qu'on va attraper en pratique, ou même, tout est important. Parce qu'on a tendance à dire, ouais, non, mais on va bosser les gros coefs, mais non. Enfin, Et de la même manière, il y a des collègues qui parfois ne sont pas admis ou pas admissibles et ils disent, ouais, mais à 0,25, à 0,50. Et effectivement, la déception, elle est grande parce qu'on se dit qu'on passe à côté, parce qu'on refait tous les calculs. On se dit, oh, j'aurais pris 0,25 coef 4, mais c'est bon, j'étais dedans. Mais il y a une somme de collègues dans cette petite fourchette-là, Ouais. qui fait que on peut toujours être déçu, mais on n'est pas dedans. Le 0,25 peut nous faire passer devant 10 personnes, ça se trouve. Et justement, on parle de coefficients, mais on n'a pas dit les coefficients des épreuves. C'est quoi les coefficients? Alors, Charlie, tu vas compléter. Je crois, l'écrit 1 est moins coefficienté que l'écrit 2, donc ça va faire l'écrit 1 coef 3,
l'écrit 2, coef 4. Non, c'est 2 et C'est pas 3. 2 et 3? Oui. Ok, donc l'écrit Écrit 1 1, coef coef 2, l'écrit 2, coef 3, l'oral 1, coef 4 et l'épreuve 2. Elle finit en coef 2 parce qu'en fait, l'oral de spécialité est coefficient 1 et la pratique coefficient 1. Je donne une note sur 20, coefficient 2. Ok, donc on voit quand même que l'oral 1 ressort clairement dans les coefficients et ça montre que c'est l'épreuve mère un peu. Très bien, merci beaucoup. Donc maintenant, on va pouvoir faire un petit focus sur chacun et on va commencer par Charlie. Un petit focus sur toi qui es le major de promo de cette année. Comment ça s'est passé cette année et ça ressemblait à quoi peu une semaine type? Une semaine type, alors j'ai réussi à organiser mon emploi du temps au collège, pour me dégager des grandes plages horaires. Donc le lundi jusque 14h, j'étais en révision. Après j'allais faire, cours de PS. Mardi, mercredi, je coupais totalement la grègue. C'est-à-dire que j'étais, au collège, UNSS et cetera. J'assurais mon rôle de prof de terrain et puis le jeudi, je coupais totalement le terrain pour être à fond à grègue. Et le vendredi, selon la semaine A ou B, j'avais plus ou moins de cours. Donc, des fois, j'avais le vendredi après-midi, ce qui me permettait de me focaliser sur l'agrégation. Et samedi, dimanche, en fonction des semaines, j'alternais agrégation et, et la préparation des cours de PS aussi. Très bien. Donc tu nous as dit l'agrégation, donc tu l'as fait en 2 ans, c'est ça? Oui. Et la première année, donc tu as eu les écrits et pas les oraux. Oui, c'est ça. La première année, j'ai eu 11 et 13 aux écrits et puis j'ai pris 6 et 6 aux oraux. Donc, j'étais pas prêt pour Vichy, pour le coup. Mais l'avantage de cette première année, c'est que toutes mes fiches étaient prêtes. Toutes mes fiches des écrits, toutes mes fiches des oraux étaient prêtes. Alors, elles étaient à modifier et améliorer, bien sûr. Mais dans cette première année, là où j'ai souffert, pour le coup, je l'ai mal vécu parce que j'étais en manque de temps. Je devais m'approprier, comprendre la référence. Dès que je trouvais quelque chose, je trouvais ça génial. Fallait que j'aille le lire, fallait que je me l'approprie. Et ça me faisait perdre beaucoup de temps. Mais l'avantage, c'est que sur la deuxième année, tout était là, tout était prêt. Il n'y avait Et plus là, tu as eu le qu'à temps. l'améliorer. C'est ça. J'avais plus besoin d'aller chercher ou alors d'aller chercher quelque chose de très précis, sinon tout était prêt. Il n'y avait plus qu'à améliorer l'écriture. Et puis, de la même manière, je ne suis pas arrivé avec le même niveau d'écriture en septembre de l'année dernière qu'en septembre de cette année. Donc déjà, il y avait des prérequis intéressants. Et du coup, à l'EVREPS, tu as quand même pris la formation totale, même si tu avais réussi tes écrits avant, c'est ça? Donc tu as refait tous les TD. Oui, alors sur les écrits, donc j'ai eu deux très bonnes notes. J'ai eu 16 et 17 aux écrits. 16 en écrit 1, 17 en écrit 2. Mais c'est aussi le fruit de dur labeur parce que j'ai fait tous les écrits de l'EAFC et tous les écrits de l'EVREPS, ce qui fait 12 écrits de préparation. Les Sachant 12, que tu en avais fait l'année d'avant en sachant que j'avais plus. fait l'année d'avant. Donc sur les écrits, j'ai vraiment mis le paquet parce que j'ai compris qu'il fallait ça et c'est pas mon point fort, l'écrit. Donc je me suis dit, il faut que je le travaille à fond pour mettre toutes les chances de mon côté. Et donc j'ai fait les 12 écrits en conditions réelles cette année. Donc c'était très très lourd, vraiment très lourd, mais bon, au final, ça Ça a paye. porté ses Oui. fruits. Et d'ailleurs, justement, est-ce qu'à l'EVREPS, pour des candidats qui ont juste, par exemple, qui ont eu leurs écrits, est-ce qu'il y a une formule ou pas pour les personnes qui veulent faire que les oraux? Non, il n'y a pas de formule et ça, c'est aussi un choix qu'on a fait dans l'asso. On voulait une formule, enfin, oui, une formule, mais une seule formule qui permette à tous les agrégatifs de partager tout sur tout, c'est-à-dire tous les devoirs, tous les ateliers, avec tout le monde en même temps. Et qu'il n'y ait pas une formule à la carte, moi je prends que les devoirs, moi je prends que les Il n'y a ateliers. que les oraux qui sont payés en plus si on l'a pour éviter que quelqu'un paye si au final il est pas Exactement, admissible. s'il n'est pas admissible, on ne voulait pas lui faire payer les Très bien. simules. Je voulais juste rebondir sur ce que tu as dit, Charlie et Louis. C'est que je crois que la grègue, pour les collègues qui s'y intéresseraient, elle s'envisage quand même sur un moyen terme. Il y a des collègues qui réussissent la grègue en une année, et chapeau à eux, franchement exceptionnel. Il y en a, mais bien souvent, c'est quand même des collègues qui s'engagent sur 1, 2, 3 ans, parce que on capitalise d'année en année jusqu'à atteindre cette agrègue. Et de la même façon, ceux qui la préparent de manière distante, ils passent beaucoup, beaucoup d'années. Je crois que c'est vraiment un choix. Soit on y va et on sait que ça va prendre 2 ans ou 3, soit on limite ses chances si on envisage sans un véritable choix Faut fort. y aller à fond, pas à Ouais. moitié. Et du coup, c'était quoi ton pire moment, toi, tu dirais, sur cette agrégation? Deux, j'en ai deux. Le pire moment, ça a été de recommencer cette année et me dire mi-août, fin août, là, c'est reparti, je sais ce qui m'attend. Et j'avais l'ambition de vraiment d'y aller à fond cette année, de l'avoir et de mettre toutes les chances. Et je me suis dit, je laisse rien passer à côté.
Je laisse rien de côté, donc je sais que je vais faire tous les écrits de l'EVREPS, tous les écrits de l'EAFC. Et là, je me suis dit: «Waouh, la montagne qui arrive devant moi, elle est dure». C'est la première, le 1er moment difficile et le deuxième, c'était, 2-3 échecs répétés sur les écrits. Ouais, ça peut être C'est-à-dire dur. que, voilà, on commence à 10, 11, on recommence, premier écrit, 10, 11, ça fait ça donne envie de continuer et là, on retourne sur du 5, du 6, du 7 sur 20 et là, on se dit: «Ah, j'ai pas compris ce sujet-là, bah, si j'ai ce sujet-là le jour J, je repasse l'année prochaine, enfin, c'est mort pour moi». Et là, c'était le deuxième moment difficile, novembre-décembre, avec la période, Et à l'obscurité l'inverse, ton avec meilleur moment, du coup? meilleur moment, l'admission. Oui, oui, le résultat, oui. Mmh. Est-ce que tu as fait des choses différemment entre la première et la deuxième année? Ou c'est vraiment le temps qui t'a permis justement de capitaliser, de mieux réussir? La seule chose que j'ai fait différemment, c'est que j'ai pas cherché les références pour avoir des références, mais j'ai approfondi ces références et ces fiches. C'est la différence, mais le la période l'emploi du temps de préparation était le même, la méthodologie a un petit peu changé, mais pas grandement. L'organisation dans la semaine était plutôt identique, donc c'est vraiment sur le fond, sur, la manière de s'approprier les connaissances La maîtrise des connaissances. et la maîtrise de ces connaissances, ouais. C'est quoi le meilleur conseil que tu as reçu? Et ce sera ma dernière question. Réponds à la putain de question de la part de Laurent, mais ça paraît bête, mais comme je disais tout à l'heure, on a envie de s'évader dans des envolées pédagogiques à dire: «Et lui, je vais faire ci et je vais faire ça» et pendant 2 pages, on oublie les mots du sujet et des super copies qui, sur les 5-6 premières pages, peuvent, prétendre à un Bordeaux 4, finissent à avoir 5 sur 20 parce que c'est top, mais ça ne répond pas au sujet et il n'y a plus aucun mot-clé du sujet. Donc il faut répondre au sujet. Les meilleures copies sont celles qui sont hyper simples, cohérentes du début à la fin et qui mobilisent tous les mots-clés du sujet. Voilà. Et quand on lit des copies à 16-17, j'ai pas lu les tiennes, mais j'imagine que ça va être très facile d'accès, simple, ça déroule, c'est justifié. C'est simple, mais avec quand même un peu de complexité, parce que si on reste simple, Faut de la profondeur. on reste au bandeau 3. Oui, ce que je veux dire, c'est que faire simple, c'est Oui. difficile. En fait, tu vois, c'est Simple les dans collègues. Synthétiser dans La la. conduite typique d'un négatif débutant, c'est celui qui veut effectivement mettre des gros mots qu'il maîtrise pas, plein de refs, mais qui se juxtaposent plutôt elles se complètent. Bref, on a des copies indigestes. C'est très compliqué d'avoir un niveau simple d'écriture, de terminer un niveau simple, clair, lisible, limpide. Ça, c'est très compliqué et c'est très long à atteindre ce niveau-là. Très bien, merci à toi. Encore félicitations pour cette agrégation. Et on va pouvoir mettre le focus maintenant sur les formateurs. Du coup, Pierre et Laurent, comment on devient formateur? Ou jury à l'agrégation interne? Alors moi, je peux parler de comment je suis devenu juré. En fait, à l'université, notre directeur de composante, notre directeur de STAPS, par exemple, nous demande si on veut participer à des jurés. J'ai candidaté plusieurs années sur le CAPEPS. J'ai jamais été choisi. Et donc, il y a une année, je me suis dit, bah, je vais demander l'agrégation interne. Et la première fois où je demande, j'ai été choisi. Alors, je crois que c'est des jeux d'équilibre entre les garçons et les filles, les Oui, académies. l'âge. des L'âge, fois, des- non pas l'âge, mais je crois vraiment c'est garçon-fille, l'épreuve qu'on demande aussi, le nombre de collègues qui sont déjà de l'académie qui sont présents, parce qu'il y a des quotas entre guillemets. Et avec ce jeu-là, il se fait qu'au CAPEP, j'ai jamais été pris, à la grecque, j'ai été pris. Et que probablement à ce moment-là, il y avait un besoin de formateurs normands, universitaires, sur l'oral 1, et j'ai eu la chance de Ça veut dire partir. que n'importe qui à la fac en STAPS pouvait demander ou non, Oui, c'était c'est que ça. les. C'est ça, en fait. Après, il y a un classement qui va se mettre en place, mais en tout cas, tout le monde pouvait demander. Fallait être forcément enseignant, enfin, fallait être agrégé, Alors, fallait. pour l'agrégation, il faut être agrégé, Oui. mais pour le CAPEPS, non. Et je sais que dans notre équipe, là, en STAPS et à l'INSPE, on essaye de s'organiser. Certains vont sur le CAPEPS interne, d'autres sur l'externe, d'autres l'agrégation interne et d'autres l'agrégation externe. Voilà, on essaye de balayer tous les concours pour rester un petit peu dedans. Alors pour moi qui suis en poste, en fait, c'est un peu différent parce que notre référence, c'est notre inspecteur. Et en fait, moi, j'ai été proposé comme jury. Alors, j'avais déjà fait le CAPEPS interne, j'avais déjà été jury CAPEPS interne, mais on est proposé par notre inspecteur. Et de la même façon, en fait, comme disait Laurent, on est choisi ou pas choisi. Et ça dépend des épreuves qu'on demande, ça dépend de nos compétences, parce qu'on peut avoir des brevets d'État, par exemple, et candidater sur des épreuves de spé, par exemple. Très bien.
Vous, est-ce que ça vous a apporté quelque chose en plus d'être jury, une profondeur Moi, clairement, depuis que j'ai été à Vichy avec la casquette juré, j'ai l'impression de mieux comprendre les épreuves. C'est-à-dire que quand on est candidat et qu'on réussit l'agrégation, on se dit ouais, j'ai compris des choses, dans ma pratique, ça change. Mais là, je trouve que dans notre activité de formateur, c'est-à-dire les amener vers cette réussite, on comprend mieux les attentes, on comprend mieux l'enjeu de chacune des épreuves. Et j'ai l'impression que on est un peu meilleur quand on est formateur, quand on est juré et qu'on est formateur. C'est évident. Moi, je j'ai rien à rajouter. C'est très, très enrichissant pour notre rôle de formateur d'avoir été, ou d'être jury. Et quand on est sur les épreuves orales, on passe 2, 3 semaines avec des collègues aussi jurés qui ont plein de compétences. Et c'est hyper riche, chacun avec ses spécialités, évidemment. Mais non, non, c'est 2 semaines où on apprend énormément en tant qu'enseignant. Ah, peut-être un peu caricatural, mais c'est quoi un bon candidat? C'est quoi le candidat que vous attendez? Même s'il n'y a pas de bonne ou mauvaise réponse. Non, c'est pas ça. On n'attend pas de candidat. On veut un candidat voilà, qui s'interroge sur son EPS et qui propose une EPS qui transforme la motricité. Désolé de répéter. Mais le bon candidat, oui, c'est celui qui arrive à peut-être rassembler toutes les contraintes ou complexités de l'épreuve et d'en faire quelque chose de simple. Tout à l'heure, on Celui disait qui répond au putain de sujet. mais oui, mais ça paraît évident, mais c'est tellement dur à faire. Tout à l'heure, on disait une bonne copie, c'est une copie simple et cohérente. Ben, une bonne leçon d'EPS, c'est finalement une leçon d'EPS relativement cohérente par rapport à l'objet d'enseignement qu'il a choisi. Compréhensible par les élèves. Et voilà, c'est ça, où les élèves peuvent s'approprier les contenus, les remédiations, et qui est simple pour nous à comprendre. Et on se dit, bah oui, cette séance, je la vois fonctionner. Alors évidemment, ça paraît très simple Pour comme reprendre un discours. petit peu la métaphore de Véronique Éloiroux, à l'époque, qui était inspectrice générale et présidente du concours, elle nous disait: moi, je veux des petits écureuils et pas des perroquets. Voilà, ça veut dire ce que ça veut dire, quoi. On a envie de voir un collègue qui s'interroge sur sa pratique, qui a essayé des choses, qui sait quand ça fonctionne pas, qui argumente, voilà, et qui ne recrache pas des recettes toutes faites, qui en mettent plein la vue, mais qui finalement n'apportent pas grand-chose, quoi. Très jolie D'ailleurs, phrase. tout à l'heure, tu disais qu'est-ce que ça change maintenant d'être agrégé. Moi, j'ai l'impression, quand j'ai eu la grègue, que tous les choix que je faisais avec mes élèves, je savais pourquoi je les faisais. Alors qu'avant, je les faisais parce que je pensais que c'était une bonne idée, mais fondamentalement, c'était pas justifié, tu vois. Et là, aujourd'hui, quand je fais des interventions ou je fais des cours avec mes étudiants, chaque choix que je fais, je pense que je peux le justifier. En tout cas, j'ai cette démarche-là de me dire, je fais De ça parce que réflexion, ouais, le fait ça, d'aller plus loin, de devoir. bah, je fais ça parce que je sais que Ouais. je vais gagner ça dans l'engagement, je vais gagner ça dans les feedbacks. Je vais faire comme ça parce que je sais que ça va davantage les renseigner, je sais pas, les engager. Bref, tous mes choix me paraissent plus justifiés et en tout cas conscientisés. Très bien. Je sais ce que je gagne et je sais aussi ce que je perds. Voilà, je vais pas tout travailler, je vais pas tout transformer, je vais transformer ça. J'ai fait ce choix-là, je mets en œuvre les conditions pour viser ça et ça marche. Et cette fois-ci, plutôt en tant que formateur et pas en tant que jury, vous vous attachez vraiment à transmettre quoi pendant cette année? Plusieurs choses, évidemment, des connaissances, parce qu'ils en demandent des connaissances, on essaye de leur en donner. Et puis surtout des cadres méthodaux qui leur permettent de répondre à la question et de valoriser euh, leur épaisseur professionnelle. Voilà, parce que c'est une attente quand même qui traverse toutes les épreuves, hein, l'expérience professionnelle, sur l'agrégation interne. Donc on essaye ça, et puis on essaye aussi de les garder motivés, parce que, comme disait Charlie, il y a des moments où les agrégatifs, ils sont dans le dur, hein. Ça a plus envie de venir, ça a plus envie de composer, ça a envie d'abandonner tout simplement. Et nous, on est là pour leur faire comprendre que c'est normal qu'ils vivent ça et qu'il faut s'accrocher, que ça va se décanter et que, comme n'importe quel élève, certains apprennent vite, d'autres avec différents moments. On a un rôle psychologique aussi derrière. C'est exactement ce que moi j'attendais de la part des intervenants, des formateurs. C'est ça. Une méthode claire et une source de motivation quand même. Très bien, merci beaucoup. Pour terminer, du coup, on va faire la minute conseil. Je vais vous laisser 1 minute et peut-être donner des conseils, des expériences ou donner envie à une personne qui voudrait tenter l'agrégation. Est-ce qu'il y en a un qui voudrait commencer ou pas? Je veux bien commencer.
Allez, vas-y, top, c'est parti. Alors, premier conseil, c'est être curieux, en fait. S'interroger sur sa pratique. Ça veut dire que ne pas faire son cours de PS sans se poser de questions. Regarder ses élèves, pourquoi lui n'y arrive pas, pourquoi il s'engage pas. Bon, voilà. Ça, c'est fondamental pour moi. Il faut s'interroger, être curieux sur sa pratique. Deuxième conseil, moi, je dirais partager. Partager tout ce qu'on peut partager avec les collègues. Discuter de son métier, discuter de son expérience de concours. Partager tout ce qu'on peut partager, ça fait grandir, c'est essentiel pour moi. Et puis, je dirais, je crois que j'arrive à la fin de ma minute, je 10 dirais secondes. finalement s'organiser et gérer. Pour revenir au débat qu'on avait au début, c'est-à-dire qu'on a des enfants, on a une conjointe, on a une vie ailleurs avec des amis. Ouais. Et donc, il faut s'organiser, c'est jouable, mais il faut s'organiser. Très bien. Voilà. Merci à toi, Pierre. Charlie. Je La minute. déclenche. Et top. La minute conseil, pour moi, il faut rien lâcher. C'est un concours. Ce que j'ai dit à plein d'amis, de copains, de connaissances. Si tu lâches, il y en a, ils lâcheront pas. Si tu es en train de lâcher, il y en a, ils te passent devant. C'est malheureusement un concours. Donc, il faut jamais, jamais lâcher. Toujours y croire, même quand on enchaîne 5 bandeaux 1, 5 bandeaux 2. Et ne rien laisser sur le côté, c'est-à-dire je ne vais pas sacrifier la pratique physique pour l'oral de spécialité, je ne vais pas sacrifier la spécialité pour l'oral de leçon. Il faut préparer l'ensemble des épreuves pour être sûr de maximiser ses chances. Il me reste 20 secondes, j'ai même pas besoin d'une minute. Trop fort. Pour ça qu'il réussit en fait. C'est parce qu'il y avait Pierre qui a fait l'ensemble aussi avant. Je sais pas comment je vais faire pour tenir une minute. Mais pas le chrono, ça devrait pas dépasser. Non, je rejoins tout ce que vous avez dit, les gars. Pour ajouter quelque chose, travailler régulièrement. C'est important de se donner des temps de travail dans la semaine. Et on sait que ces jours-là, c'est la grègue et on y travaille. Je rejoins vraiment l'actualité de l'EPS. Ça, c'est vraiment très important. Se renseigner sur comment l'EPS évolue. Peut-être aussi accepter de faire des sacrifices. Parce que quand on s'y engage, il faut avoir conscience qu'il y a des choix à faire sur le plan perso, pro, parfois familial. Il ne faut surtout pas que ça déséquilibre la personne, mais en tout cas, il y a des sacrifices quand même à faire. Et ça vaut le coup. Je sais pas, Charlie est plus récent. Il n'a pas le temps encore Oui. de profiter des Non, mais bénéfices. évidemment. Non, mais le parcours fait depuis 2 ans, dans ma pratique professionnelle déjà, ça a changé énormément de choses. Ça valait tout ce temps passé. Oui, ça le vaudra. Là, actuellement, si la Terre Et vous s'arrête qui de avez tourner du demain, recul, non, mais Ça vaut le avec coup. le recul, oui, je pense. Ah oui, mais sans aucun doute. Sans aucun doute. D'ailleurs, je me rappelle que juste avant la publication des résultats d'admission pour la grègue, là, où je finis dernier ex aequo, je m'étais dit, mais je ne sais pas si c'était pour trouver un prétexte, mais je m'étais dit, si je ne l'ai pas, franchement, j'ai appris des tonnes de choses. Et vraiment des tonnes de choses. Bah, je rebondis, Laurent, parce que moi, je m'étais dit, allez, je me donne 2 ans pour l'avoir. Bon, j'ai eu la chance de l'avoir du premier coup. Mais je m'étais dit aussi la même chose avant les résultats. De toute façon, j'ai appris tellement de choses que ça va transformer de toute façon ma pratique. Agrégé ou pas agrégé, ça va transformer ma pratique. C'est ce que je me suis dit cette année. Si je ne l'avais pas, je le retente et j'ai appris Ah, toi, tellement de c'était choses. chaud. Ouais, c'était pas loin, oui. Et juste sur l'année où j'ai préparé, je me rappelle que mes séances de PS, évidemment, j'essayais d'être le plus exigeant possible avec mes élèves, mais j'étais aussi dans une expérimentation quotidienne. C'est-à-dire, tout ce que j'apprenais dans mes lectures, je m'autorisais parfois avec mes élèves de dire, vas-y, on fait ça aujourd'hui, je vais l'essayer, j'ai lu ça, ça a l'air génial. Ou un collègue m'a dit ça, je vais l'essayer. Donc, il y a vraiment ce côté laboratoire, je trouve, pendant 1 an ou 2, où on utilise ses élèves. On un a petit envie de peu tester Bah oui, on nos teste. écrits dans. Elle dans écrit la 2, pratique. par exemple. Toutes Ouais. les fois, vous nous dites, mais c'est hors sol, ça n'a pas de sens. Ben là, justement, on essaie d'avoir une application et les collègues qui sont en congé de formation, c'est bien pour se libérer du temps. Et je trouve qu'on perd un petit peu ce côté Cet avantage, laboratoire. Ouais. Moi, je me souviens même que pendant ma préparation, en fait, au moment où je préparais les oraux, et en particulier l'oral de la leçon, je me dis, cet exemple, j'aurais pu le prendre dans mes écrits. Ah, cet exemple, j'aurais pu le prendre dans mes écrits. Et c'est vraiment un ensemble, c'est très riche, très enrichissant. Très bien, merci à tous les trois pour le temps que vous avez pris, l'expérience que vous avez partagée. N'hésitez pas du coup à aller voir nos autres vidéos qu'on a fait sur l'agrégation interne. Je mets les liens dans la description pour les VREPS.
pour du coup la rentrée 2026, 2026-2027. Et puis bon courage à tous. Merci encore. Ciao. Merci Louis. Merci. Merci Louis.